Chapitre 13. Je ne verrai pas l'aube. Peu après le coucher du soleil, je remontai une fois de plus la rue Torv, réfléchissant à la situation. Le bestiaire de l'épouvanteur était à Chipenden. Ce serait le premier livre à être replacé dans sa bibliothèque. Je ne pouvais donc m'y référer. Je cherchais désespérément dans ma mémoire ce que j'avais lu sur les créatures de l'obscur originaire de Roumanie. Strigoi et Strigoïka étaient des démons, mâles et femelles. Ils vivaient et agissaient en couple. Le mâle prenait possession d'un cadavre et, vulnérable aux rayons du soleil, devait passer les heures diurnes à l'abri de la lumière. La femelle s'emparait d'un vivant et montait la garde pendant le jour. Dame Fresque avait dû être une charmante jeune personne, mais son corps était désormais occupé par un être maléfique. J'avais décapité son compagnon. Je l'avais vu abandonner son hôte mort. Dès qu'il en avait trouvé un autre, il me traquerait. Comment le mettre définitivement hors d'état de nuire ? Une autre question me tourmentait. Dame Fresque m'avait dit avoir été sommée de nous attirer ici. Ceux à qui elle obéissait pouvaient convoquer un être si redoutable qu'il la détruirait à l'instant. Qu'est-ce que c'était ? Y avait-il quelque chose, dans le bestiaire, concernant une telle entité ? Je ne m'en souvenais pas. La Roumanie me paraissait fort loin de nous. Du coup, j'avais parcouru ces chapitres en diagonale, sans mémoriser des informations dont je ne pensais pas avoir un jour l'utilité. Je secouai la tête, consterné par ma négligence. Dorénavant, je devrais me montrer plus sage, me comporter en épouvanteur et non plus en simple apprenti. Je m'aventurai de nouveau sous la voûte sombre des arbres. Je n'avais pas fait 10 pas que je perçus les habituels bruits inquiétants sur ma droite. Je fis halte. La chose s'immobilisa. Mais j'entendais encore une sourde et lente respiration. Soit je poursuivais mon chemin jusqu'à la porte de la demeure de la Strigoïka, soit j'affrontais cette créature une bonne fois pour toutes. Sans plus attendre, je tirai mon épée. Les yeux de rubis du pommeau rougeoyèrent, éclairant un ours énorme qui s'avançait pesamment vers moi. Soudain, il se dressa sur ses pattes de derrière. Il me dominait de toute sa hauteur, ses griffes luisants, tels de longs poignards courbes, terriblement affûtés, capables de déchiqueter n'importe quelle proie. Il rugit, la gueule dégoulinante de salive, et je respirais son haleine puante. Je levai mon arme, prêt à me défendre. Puis une autre idée me vint. Je reculai jusqu'au milieu de l'allée. Aussitôt, l'ours retomba sur ses 4 pattes. Il fixait sur moi un regard intense, sans toutefois faire mine d'attaquer. Je me souvenais de l'avertissement que j'avais reçu, de ne pas m'écarter du chemin à cause des ours. Y étais-je en sécurité ? Je rengainai l'épée et repris ma marche vers la maison. L'ours me suivit. Il était peut-être une sorte de gardien, surveillant la propriété de Dame Fresque, comme le gobelin qui protégeait autrefois le jardin de Chipenden. Un mot me vint alors en tête. Moroi. Dame Fresque m'avait dit avoir jeté le corps de l'épouvanteur en pâture à un moroi. Je me rappelais vaguement avoir lu quelque chose à ce sujet dans le bestiaire de mon maître. Les moroi étaient des élémentaux, des esprits vampires, habitant les arbres creux. Mais ils pouvaient prendre possession du corps d'un animal, l'ours étant leur hôte favori. Ils chassaient les humains et les étouffaient avant de les traîner dans leur antre. La lumière du soleil les détruisait. Aussi ne les rencontrait-on jamais en plein jour. Autre détail, un moroi est souvent contrôlé par un strigoi ou une strigoïka. Mon hôtesse n'avait donc pas menti. Elle avait un élémental pour gardien. Si celui-ci ne s'en prenait pas aux visiteurs restant sur le chemin, c'est que le chemin lui-même n'avait pas besoin d'être gardé. Quiconque l'empruntait était aussitôt repéré par les démons habitant la maison, et il offrait une route sûre à ceux qui étaient les bienvenus. Il était inutile que je combatte les moroi. J'avais assez d'ennemis dans le manoir. L'allée ne présentant aucun danger, autant économiser mes forces. Je hâtai le pas, et quand j'atteignis la maison, j'entendis l'ours s'éloigner entre les arbres. La porte était ouverte. J'entrai, l'épée à la main. Cette fois, je ne me donnais pas la peine d'allumer une chandelle. J'avais repris courage, et cela a suffi à ranimer les yeux de rubis sur la lame du destin, qui projetèrent un rayon de lumière rouge le long du corridor. Je franchis la porte de la bibliothèque, m'attendant à revoir les rayonnages écroulés sous leur tenture de toile d'araignée. Au lieu de ça, je découvris des dizaines de points rouges luisants dans l'obscurité. Je crus d'abord qu'il s'agissait de paire-dieux. Ce n'étaient que les reflets des yeux de rubis. La bibliothèque avait disparu. J'étais dans une galerie de miroirs, insérés dans des cadres de métal ornementés, 3 fois plus haut que moi. J'avançais dans la salle à pas prudents. Les miroirs me faisaient face, alignés les uns derrière les autres, le long des murs tels des paquets de cartes. Et devant moi, indéfiniment reflété, se tenait un jeune homme qui portait le manteau à capuchon des apprentis épouvanteurs et serrait une épée à 2 mains. Puis les surfaces de verre tremblèrent, les images changèrent.
À présent, des visages aux regards hostiles, cruels, me fixaient, comme prêts à se jeter sur moi pour me dévorer. Certains semblaient psalmodier une incantation, d'autres émettre des grognements bestiaux. Mais ce n'étaient que des images, et un profond silence régnait dans la pièce. Un léger bruit m'alerta. Je pivotais. Une souris fila devant moi et disparut dans l'ombre. Inspirant profondément, j'examinais de nouveau les miroirs. On y voyait des femmes aux cheveux mêlés d'épines, aux sinistres faces cadavériques. Étaient-ce des strigoïkas? Si oui, pourquoi n'avaient-elles pas investi des corps plus jeunes, comme celui de Dame Fresque? Toutes avaient en commun des bouches rougies de sang. Était-ce un autre genre de créature? Elles m'évoquaient plutôt des sorcières. Dans mon esprit, en tout cas, la colère avait remplacé la peur. Ils n'étaient pas les premiers yeux féroces à m'observer grâce à des miroirs. J'espérais seulement que ces êtres avaient une substance que je pourrais entamer à coups d'épée. Je donnais alors libre cours à ma fureur. Balançant mon arme de droite à gauche, je fracassai les miroirs les uns après les autres. Ils explosèrent dans un tintamarre de verre brisé, et leurs éclats rebondissaient à mes pieds en pluie d'argent. Chaque fois, l'image s'éteignait. Quand le dernier miroir fut détruit, seuls les yeux de rubis de l'épée brillaient encore. Mais quand je dépassai le dernier cadre vide, je fus fort désappointé. Au lieu de la porte menant à la cave, je ne trouvais qu'un mur nu. Je m'étais préparé à descendre pour me battre et délivrer mon maître de ses tourments, à donner ma vie s'il le fallait. J'avais escompté que la vraie nature de la maison se révélait pendant les heures nocturnes. Je m'étais trompé. La magie qui l'animait était beaucoup plus subtile. La maison se transformait à son gré. La tête de mon maître était hors d'atteinte. Je n'avais aucun moyen de le libérer. Déçu, désemparé, je revins sur mes pas. Je quittai cette demeure trompeuse et repris le chemin sous les arbres. Cette fois, l'ours possédé par un moreuil ne se manifesta pas. Arrivé au bord de la rivière, je ne la traversai pas, même assis près du pont. On peut combattre à l'épée ou au bâton n'importe quel ennemi, à condition qu'il se tienne devant vous. Pour le moment, mes armes ne servaient à rien, et il me fallait utiliser mon cerveau. Malheureusement, trop d'émotions me chamboulaient. Je ne cessais de penser à mon maître. Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit l'image de sa tête coupée. Chaque fois que je fermais les yeux, elle revenait me hanter. La poitrine serrée, je luttais pour retenir mes larmes. John Gregory ne méritait pas de finir sa vie ainsi. Je devais l'aider. Je devais le sauver d'une manière ou d'une autre. Incapable de rester assis, je me relevai. Je n'avais pas exploré cette partie de Todmorden. Il existait peut-être un autre moyen d'approcher de la maison, et même d'y entrer, ou un autre corps de bâtiment que je n'avais pas vu, où l'épouvanteur était à présent gardé. Parcourant de nouveau les rues étroites, je découvris un chemin qui montait vers la colline, sous les arbres. J'arrivai devant un portail. Je l'escaladai et continuai à travers champs jusqu'à me trouver sur une hauteur. C'était un excellent point d'observation. Le ciel était clair, les étoiles me fournissaient juste assez de lumière. J'apercevais en contrebas la rue menant à la maison de Dame Fresque, cachée par les arbres, mais aucun autre chemin pour m'y rendre. Plus bas, rien ne bougeait dans les rues désertes, où les maisons se pressaient craintivement les unes contre les autres. Je remarquai alors d'autres grandes demeures à flanc de coteaux, toutes à demi ensevelies sous les arbres. Étaient-ce des repères de Strigoi et de Strigoïka? Il y en avait au moins 30, sans compter celles qui se dissimulaient peut-être dans le feuillage. Je les observai longuement. Une chouette ulula. Le rugissement d'un ours lui répondit, quelque part dans la forêt. Le vent se leva. Des nuées venues de l'ouest occultèrent les étoiles. Les ténèbres s'épaissirent. Les maisons n'étaient plus qu'à peine visibles. Puis une fine colonne de lumière jaune monta du sol jusqu'au ciel. Elle gagna en intensité et changea de couleur, devenant pourpre avant de tourner au rouge sombre. Elle émanait d'un épais bosquet, non loin du bâtiment le plus proche. C'est alors qu'un premier globe lumineux s'éleva d'une maison, bientôt suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et d'autres encore. Chacun apparaissait au-dessus d'une des grandes demeures. J'en dénombrai 9. Ils se rassemblèrent pour former un groupe de sphères qui se mirent à danser autour de la colonne de lumière, tels des moucherons d'été. Soudain, une présence inconnue s'empara de mon esprit. Je ressentis le besoin irrépressible de marcher vers les globes lumineux. Pris de terreur, je vacillais. Je savais ce qu'étaient ces entités et quel terrible danger elles représentaient. C'étaient des sorcières roumaines qui vivaient en solitaire. Ce que je voyais étaient leurs âmes, projetées hors de leur corps grâce à la magie animiste. Elles ne se réunissaient que de cette façon. D'après le bestiaire de mon maître, elles ne buvaient pas de sang humain. Mais si sous leur aspect de globe lumineux, elles rencontraient un humain, elles aspiraient ses forces vitales, entraînant une mort rapide et inévitable. Je sentais leur pouvoir. Elles connaissaient ma présence à Todmorden. Cependant, faute de m'avoir localisé avec précision, elles tentaient de m'attirer par magie.
Ce fut d'abord comme une étrange et puissante musique à l'intérieur de mon crâne. Elle me rappelait le chant des sirènes le long des côtes de Grèce, si mélodieux et si traître. Mon état de septième fils d'un septième fils me conférant une certaine immunité contre les entités de l'obscur, j'y avais résisté comme je résistais maintenant, jusqu'à ce que la musique faiblisse et se taise. Sans doute les sorcières avaient-elles pris la mesure de mon endurance, car elles employèrent ensuite un charme visuel. Les sphères lumineuses entamèrent une danse complexe, mêlée de pulsations et de changements de couleurs, et je sentis ma volonté fléchir, mon esprit voltant à leur rencontre tel un papillon de nuit vers la flamme qui va le consumer. Je m'accroupis et me recroquevillai, luttant de toutes mes forces contre cette attirance. La sueur me ruisselait sur le front. Peu à peu, le désir de m'élancer vers les sphères s'atténua avant de s'éteindre tout à fait. Néanmoins, le danger n'était pas écarté. Si j'étais repéré, j'étais condamné. Après 10 bonnes minutes de danse autour de la colonne de lumière rouge, les 9 sphères se fondirent en un seul large globe rougeoyant, qui fila vers le nord et disparut. Où les sorcières étaient-elles parties? Chassaient-elles une autre proie? Peut-être évitaient-elles de tuer trop près de la ville. Si elles attiraient l'attention, Todmorden serait vite dépeuplé, et la terreur se répandrait sur toute la région. Le vent qui avait soufflé avec rage mourut progressivement. Dans le profond silence qui enveloppa la vallée, monta l'appel obsédant d'un engoulevent, auquel répondit le ululement d'une chouette. Au loin, de l'autre côté du fleuve, un bébé pleura. Quelqu'un toussa et rouspéta. Quelques instants plus tard, l'enfant se tut. Sans doute sa mère le nourrissait-il. Ce n'était que des bruits familiers de la nuit. J'entendis alors autre chose. Il y eut un sourd grondement, suivi d'un cri si perçant que les cheveux se hérissèrent sur ma nuque. À quelque distance au-dessous de moi, une voix supplia. « Laissez-moi en paix cette nuit, ne recommencez pas si tôt. Je ne verrai pas l'aube si vous recommencez. S'il vous plaît, laissez-moi !» Bondissant sur mes pieds, je dévalai la pente. Je franchis une clôture et pénétrai sous les arbres. La voix était toute proche à présent. « Non, non, ne faites pas ça, je n'en peux plus. Ne m'en prenez pas trop, mon cœur va s'arrêter, je vous en supplie, je ne veux pas mourir. » Tout en courant, je tirai mon épée. Les yeux de Ruby s'allumèrent aussitôt, et leurs rayons de lumière rouge éclairaient mon chemin. Je découvris alors avec horreur un Strigoi, qui aurait pu être le jumeau de celui que j'avais combattu dans la maison de Dame Fresque. Il avait le même crâne chauve, les mêmes oreilles poilues, et la même lueur orangée émanait de lui. Il était accroupi sur un homme vêtu d'un manteau déchiré. Il avait tiré à moitié sa victime d'un trou creusé dans le sol, près duquel reposait une large dalle de pierre. Les dents plantées dans le cou du malheureux, il s'abreuvait de son sang.